avant les chaînes, avant les bateaux négriers, avant que des frontières soient tracées arbitrairement sur une carte par des puissances européennes. L'Afrique était déjà un continent vivant, organisé, structuré. Un monde riche en civilisation, en savoir, en échange, en spiritualité. Mais cette Afrique-là, on en parle peu. Elle a été volontairement effacée, marginalisée, réduite à une page blanche avant la colonisation. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est cette autre Afrique, l'Afrique d'avant, celle que l'on a oubliée ou que l'on a voulu faire disparaître. Bienvenue sur Écho et Résonance. Let's get started. L'histoire de l'Afrique, telle qu'elle est souvent racontée, commence par une ombre. C'est un récit qui dépeint incorrectement un continent attendant dans l'obscurité, dépourvu de civilisation, de structure ou d'histoire significative, jusqu'à l'arrivée des explorateurs et colonisateurs européens. Cette perspective est une fausseté profonde et dommageable. Bien avant que les premiers navires européens n'atteignent ses côtes, l'Afrique était un continent débordant de vie, d'organisation et d'une immense richesse culturelle. C'était une terre d'empires puissants, de royaumes complexes et de sociétés élaborées, chacune contribuant à une histoire humaine vibrante et en évolution. L'idée d'une Afrique vide ou primitive n'est pas un reflet de la réalité historique, mais plutôt une invention coloniale conçue pour justifier la conquête et l'exploitation en effaçant le véritable passé du continent. Cet effacement a laissé un vide profond dans la mémoire collective de l'humanité. Comprendre l'Afrique précoloniale nous oblige à démanteler complètement cette image fabriquée. Le continent n'était pas une entité monolithique, mais une vaste mosaïque de peuples et de cultures. Des cités-États sophistiqués de la côte Swahili aux vastes empires du Sahel, les sociétés africaines ont développé des systèmes uniques et efficaces de gouvernance, de commerce et d'organisation sociale. Elles ont bâti des villes, établi des universités et créé des œuvres d'art profondes. Leurs économies étaient dynamiques, reliées par de vastes réseaux commerciaux qui traversaient déserts, forêts et océans, liant diverses régions du continent et avec le monde entier. Ignorer ces réalisations, c'est ignorer un chapitre fondamental de l'histoire humaine et perpétuer une vision déformée du monde. Le récit d'un continent obscur servait un but précis. Il fournissait une justification morale et intellectuelle au projet colonial. En dépeignant les peuples africains comme sauvages ou enfantins, incapables de se gouverner, les puissances européennes pouvaient présenter leurs occupations violentes comme une mission civilisatrice. Cette idéologie a délibérément ignoré ou détruit les preuves du passé avancé de l'Afrique. Des bibliothèques ont été brûlées, des villes rasées et des traditions orales supprimées. L'histoire de l'Afrique a été systématiquement réécrite pour s'adapter à un agenda colonial, un processus qui a eu des conséquences durables, non seulement pour les peuples d'Afrique, mais pour la compréhension du patrimoine partagé de l'humanité entière. C'est une injustice historique que nous sommes maintenant chargés de corriger. Par conséquent, notre voyage dans le passé de l'Afrique est un acte de restauration. C'est un effort pour récupérer une histoire qui a été intentionnellement obscurcie et pour donner une voix aux millions de personnes qui ont vécu, bâti et prospéré sur le continent pendant des millénaires. Nous devons regarder au-delà de la lentille coloniale et voir l'Afrique pour ce qu'elle était. Un continent d'une grande diversité, d'innovation et de résilience. Cette exploration ne consiste pas simplement à corriger le dossier historique. Il s'agit de restaurer la dignité et de reconnaître les immenses contributions des civilisations africaines à la grande tapisserie de la réalisation humaine. En redécouvrant cette histoire oubliée, nous pouvons commencer à construire une compréhension plus précise et équitable de notre passé et de notre présent mondiaux collectif. Le paysage politique de l'Afrique précoloniale était remarquablement diversifié et sophistiqué, loin du chaos simpliste souvent dépeint dans les récits coloniaux. Le continent abritait un large éventail de structures politiques, allant de vastes empires centralisés à de petites sociétés décentralisées gouvernées par des conseils d'anciens. En Afrique de l'Ouest, des empires comme le Ghana, le Mali et le Songhai ont établi des États puissants dotés de bureaucraties complexes, d'armées permanentes et de systèmes de taxation élaborés. Ces empires étaient dirigés par de puissants monarques, comme le célèbre Mansa Moussa du Mali, dont la richesse et l'influence étaient connues bien au-delà des frontières du continent. Ces souverains n'étaient-ils pas des despotes absolus?
Leur pouvoir était souvent équilibré par des conseils de ministres et des lois traditionnelles qui assuraient un certain degré de responsabilité et de stabilité. Dans d'autres parties du continent, l'organisation politique a pris des formes différentes mais tout aussi efficaces. Le royaume du Congo en Afrique centrale, par exemple, était un État hautement centralisé avec une hiérarchie bien définie de fonctionnaires et de gouverneurs provinciaux. Le royaume a maintenu des relations diplomatiques avec les nations européennes, y compris le Portugal, bien avant la ruée coloniale. À l'est, les cités-États de la côte Swahili, telles que Kilwa et Mombasa, étaient organisées en républiques marchandes indépendantes, gouvernées par de riches familles de marchands. Ces sociétés ont démontré que l'Afrique avait développé de multiples modèles viables d'État, chacun adapté à son contexte environnemental et social spécifique, prouvant une profonde compréhension de la science politique et de l'administration publique. Cependant, toutes les sociétés africaines n'étaient pas organisées en royaumes ou en empires. De nombreuses communautés, comme le peuple Igbo, dans l'actuel Nigeria, étaient acéphales, ce qui signifie qu'elles fonctionnaient sans chef d'État centralisé ni roi. Dans ces sociétés, le pouvoir politique était diffus, détenu par des groupes de parenté, des associations par classe d'âge et des conseils d'anciens qui prenaient des décisions par consensus et débat public. Ce système, souvent mal compris par les Européens comme un manque de gouvernance, était en fait une forme d'organisation sociale très démocratique et stable qui empêchait la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul individu. C'était un témoignage du génie africain pour créer des systèmes sociaux et politiques adaptés à leurs besoins et valeurs uniques. Cette riche tapisserie de systèmes politiques démontre un continent en dialogue constant avec lui-même, expérimentant différentes formes de pouvoir et de contrat social. Des monarchies héréditaires d'Éthiopie et du Bénin au conseil de style parlementaire des cités-États Yoruba, l'Afrique était un laboratoire de gouvernance. La succession des dirigeants, l'administration de la justice et la gestion des ressources publiques étaient toutes régies par des lois et des coutumes établies. Cette complexité politique était une pierre angulaire de la civilisation africaine, permettant la croissance de sociétés stables, l'épanouissement du commerce et le développement de riches traditions culturelles, bien avant l'intervention perturbatrice du colonialisme européen. L'idée d'une Afrique purement rurale et sous-développée est un autre mythe qui s'effondre sous l'examen historique. L'Afrique précoloniale abritait de nombreuses villes grandes et vibrantes qui servèrent de centres animés de commerce, d'intellect et de culture. Ces centres urbains étaient les moteurs de leurs régions respectives, reliés par d'intricats réseaux commerciaux et réputés pour leur architecture impressionnante et leur organisation sociale sophistiquée. En Afrique de l'Ouest, des villes comme Tombouctou, Gao et Djenné étaient des phares de savoir et de commerce dans les grands empires sahéliens. Tombouctou, en particulier, est devenu synonyme de richesse intellectuelle, abritant de célèbres universités comme Sankore, où des érudits de tout le monde islamique se réunissaient pour étudier les mathématiques, l'astronomie, le droit et la littérature. L'architecture de ces villes témoignait de l'ingéniosité de leurs bâtisseurs. La grande mosquée de Djenné, construite en briques de terre séchées au soleil, est une réalisation monumentale de l'architecture soudano-sahélienne, un style à la fois beau et parfaitement adapté à son environnement. En Afrique australe, la cité de pierre du Grand Zimbabwe, avec ses murs massifs sans mortier et sa tour conique, était la capitale d'un puissant empire commercial qui contrôlait le flux d'or de l'intérieur vers les ports côtiers. Ces structures n'étaient pas de primitives huttes, mais des développements urbains complexes et planifiés qui abritèrent de grandes populations et soutenaient une gamme diversifiée d'activités économiques, de la production artisanale au commerce à longue distance. La vie dans ces villes était dynamique et cosmopolite. Leurs marchés regorgèrent de marchandises provenant de tout le continent et au-delà. Des caravanes traversant le Sahara apportaient du sel, des textiles et des livres d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui étaient échangés contre de l'or, de l'ivoire et des personnes réduites en esclavage du Sud. Les ports de la côte Swahili, comme Kilwa et Sofala, étaient des nœuds clés du réseau commercial de l'océan Indien, reliant l'Afrique à l'Arabie, à la Perse, à l'Inde et même à la Chine. Ce vaste commerce était facilité par des systèmes monétaires sophistiqués, qui comprenaient des coris, de la poudre d'or, des barres de sel et des monnaies métalliques, comme les manilles, démontrant une profonde compréhension des principes économiques. Ces centres urbains n'étaient pas seulement des marchés pour les biens, ils étaient des marchés pour les idées. Les bibliothèques de Tombouctou contenaient des centaines de milliers de manuscrits, couvrant un large éventail de sujets
et préservant le savoir pour des générations. Les érudits de ces villes s'engageaient dans des débats intellectuels rigoureux, écrivaient des œuvres originales et traduisaient des textes importants d'autres langues. L'existence de ces centres intellectuels remet fondamentalement en question le récit colonial d'une Afrique sans histoire écrite ni enseignement supérieur. Ils étaient les cœurs vibrants de civilisations complexes, stimulant la prospérité économique et l'innovation intellectuelle à travers le continent, leur héritage, un puissant rappel du riche passé urbain de l'Afrique. La vie intellectuelle et spirituelle de l'Afrique précoloniale était, aussi diverse et profonde que ses systèmes politiques et économiques. Les sociétés africaines possédèrent de profondes sources de connaissances dans divers domaines scientifiques, développés au cours de siècles d'observation attentive, d'expérimentation et de transmission. En médecine, par exemple, les praticiens avaient une vaste connaissance des remèdes à base de plantes et réalisaient des procédures chirurgicales complexes, y compris des césariennes et des chirurgies cérébrales, avec des taux de réussite remarquables, comme l'ont noté les premiers observateurs européens. Cette connaissance médicale n'était pas aléatoire, elle faisait partie d'une compréhension systématique de l'anatomie humaine, de la pathologie et de la pharmacologie qui était transmise par des guildes spécialisées et des apprentissages. Et, vous savez, la recherche scientifique s'est étendue à d'autres domaines également. L'astronomie était cruciale pour l'agriculture, la navigation et les calendriers religieux. Le peuple dogon du Mali, par exemple, possédait une connaissance astronomique étonnamment précise, y compris une compréhension du système stellaire de Sirius que la science moderne n'a confirmé qu'avec de puissants télescopes. En mathématiques, des systèmes complexes ont été développés non seulement pour le commerce et la fiscalité, mais aussi pour l'art et l'architecture. L'utilisation de la géométrie fractale, par exemple, est évidente dans la conception de tout, des textiles et coiffures, à l'aménagement des villages, démontrant une intuition mathématique sophistiquée, tissée dans le tissu même de la vie quotidienne. Ces réalisations intellectuelles étaient pratiques et intégrées, au service des besoins de la communauté. Cette richesse de connaissances a été préservée et transmise par des traditions écrites et orales. Bien qu'il soit une idée fausse courante que l'Afrique était un continent sans écriture, plusieurs écritures indigènes existaient, telles que l'écriture Jez en Éthiopie, l'écriture Ncbd au Nigeria et l'écriture Tifinagh du peuple Touareg. Cependant, la méthode la plus répandue de préservation historique et culturelle était la tradition orale, magistralement maintenue par des spécialistes comme les griots d'Afrique de l'Ouest. Ces historiens, poètes et musiciens étaient des bibliothèques vivantes, chargées de mémoriser et de réciter les généalogies, les lois et les histoires épiques de leur peuple avec une précision incroyable, assurant que le passé ne soit jamais perdu. La spiritualité était le fil qui reliait tous les aspects de la vie africaine, fournissant un cadre pour comprendre l'univers et la place de l'humanité en son sein. Les systèmes spirituels africains étaient incroyablement divers, mais beaucoup partageaient des thèmes communs, tels que la croyance en un créateur suprême, une vénération pour la nature et un lien profond avec les ancêtres, qui étaient considérés comme des intermédiaires entre les vivants et le divin. Ces cosmologies n'étaient pas de simples superstitions, mais des systèmes philosophiques complexes qui guidaient l'éthique, les relations sociales et les rituels quotidiens. Elles mettaient l'accent sur l'harmonie, l'équilibre et l'interconnexion de toutes choses, une vision spirituelle d'une immense profondeur et sophistication qui a façonné le caractère des civilisations africaines pendant des millénaires. Le monde vibrant et complexe de l'Afrique précoloniale fut systématiquement effacé et déformé par l'entreprise coloniale. La conquête du continent ne fut pas seulement physique et économique, elle fut aussi intellectuelle et psychologique. Pour justifier leur domination, les puissances coloniales construisirent un récit d'infériorité africaine, détruisant délibérément les preuves de la riche histoire du continent. Des villes furent laissées en ruine, des bibliothèques et des archives furent brûlées ou pillées, et les systèmes de connaissances indigènes furent dénigrés comme de primitives superstitions. L'histoire de l'Afrique fut réécrite depuis une perspective européenne, créant une fausse mémoire qui dépeignait le continent comme une terre sans passé, attendant d'être ramenée à la lumière de la civilisation. Cette falsification historique fut un outil clé de la domination coloniale. En effaçant la mémoire de grands empires, de systèmes politiques sophistiqués et de profondes réalisations intellectuelles, les colonisateurs cherchaient à briser l'esprit des peuples africains et à saper leur sentiment d'identité et d'estime de soi.
Si un peuple croit n'avoir aucune histoire d'accomplissement, il est plus facilement convaincu qu'il est incapable de s'autogouverner et doit dépendre d'une puissance extérieure pour le progrès. Cette campagne de destruction culturelle et historique fut d'une efficacité dévastatrice, laissant un héritage d'aliénation et une profonde déconnexion avec le passé qui continue d'affecter le continent aujourd'hui. Le travail de récupération de cette histoire est donc une partie essentielle du processus de décolonisation. Restaurer la véritable histoire de l'Afrique est une tâche d'une importance capitale. Il ne s'agit pas de créer un passé romancé ou mythique, mais de présenter un compte-rendu équilibré et précis des réalisations, des complexités et des contributions du continent à l'histoire humaine. Cela signifie reconnaître que les sociétés africaines ont développé des solutions uniques et valides aux défis universels de l'existence humaine. Cela nous oblige à écouter les voix des griots, à étudier les manuscrits de Tombouctou, à fouiller les ruines du grand Zimbabwe, et à voir le continent à travers les yeux de ses propres peuples, plutôt qu'à travers la lentille déformée du colonialisme. C'est un acte nécessaire de justice intellectuelle. En fin de compte, la récupération de cette mémoire est cruciale non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Une histoire mondiale complète et honnête ne peut exister tant que l'histoire de tout un continent reste marginalisée et mal comprise. En restaurant le passé de l'Afrique, nous enrichissons notre compréhension collective du potentiel humain et de la diversité. Pour les peuples d'Afrique, cet acte de mémoire est une source de fierté, d'inspiration et d'autonomisation. Il fournit une base sur laquelle bâtir un avenir confiant et autodéterminé, sûr de savoir que leur héritage est celui de la grandeur et de la résilience. Le continent oublié doit être rappelé, car dans son histoire réside une partie vitale de l'histoire de nous tous. Connaître l'Afrique d'avant la colonisation, ce n'est pas idéaliser le passé, c'est restaurer une mémoire détruite, reconnaître la richesse d'un continent et corriger des siècles de mépris intellectuel. Aujourd'hui encore, les traces de cette Afrique précoloniale sont visibles. Dans les traditions, dans les langues, dans les systèmes de pensée, dans les résistances culturelles. Redonner leur juste place aux civilisations africaines anciennes, c'est redonner à l'humanité entière une part de son histoire globale. Merci d'être resté jusqu'ici. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.